Bonjour à tous, donc je m'appelle Benoît Ballester. Effectivement, je suis doctorant au sein du CESTIM, plus particulièrement dans l'équipe Quantim, et mon sujet de thèse est en santé, et plus particulièrement dans le domaine donc de la dentisterie, de l'odontologie. J'effectue ce travail sous la direction du docteur Jean-Charles Dufour et la codirection du professeur Frédéric Buquette. Et la première partie de mon travail, ça a été vraiment de faire une revue de la littérature sur le sujet afin de connaître les avancées qui ont été réalisées dans ce domaine, et c'est ce travail que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc l'informatique dentaire, elle a été introduite en 1968 par Zimmermann et collaborateurs. Elle se réfère à l'application de l'informatique et des sciences de l'information en dentisterie afin d'améliorer la pratique, la recherche, l'éducation, mais également la gestion médico-administrative. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a vraiment deux champs de recherche. Il y a un champ de recherche qui va concerner plutôt des applications spécifiques, et globalement, donc tout ce qui va être numérisation 2D, 3D, conception et fabrication assistée par ordinateur ou chirurgie guidée, ça fait partie de l'informatique dentaire. Euh, mais nous, c'est plutôt vraiment le deuxième champ de recherche, donc les systèmes d'information en santé, qui va nous intéresser, qui vont nous intéresser. Donc, les systèmes d'information en santé, ils peuvent être définis comme des systèmes qui permettent à la fois de capturer de l'information, de la stocker et de la traiter ou de la partager. Et donc, le choix qui a été fait pour cette revue de la littérature, c'est de diviser la recherche documentaire en trois sous-recherches, avec dans un premier temps une recherche qui va être ciblée plutôt sur les systèmes de codage standardisés. Donc, c'est une manière de stocker l'information de manière structurée dans un système d'information. Une autre recherche portée sur comment on va capturer ces données, et enfin, la dernière ciblée la réutilisation des données de soins. Euh, pour cette recherche documentaire, on a requêté donc plusieurs bases documentaires via PubMed et via Web of Science en prenant les articles depuis le 1er janvier 2000 afin justement de pouvoir suivre un petit peu l'évolution qu'il y a eu dans le domaine, et la recherche documentaire a été clôturée le 9 janvier 2021. Concernant les critères d'inclusion, exclusion, donc les critères d'inclusion, comme je le disais, c'est tous les articles qui étaient postérieurs au 1er janvier 2000 pouvaient être inclus. Il fallait également bien sûr qu'ils soient compatibles à la thématique de chaque sous-recherche. Et les critères d'exclusion, donc nous n'avons pas retenu les articles qui n'étaient pas en anglais. Les articles qui n'étaient pas spécifiquement liés au système d'information en dentisterie ont également été exclus, de même que les études qui ne faisaient que canaliser, traiter les données contenues dans les systèmes d'information, mais sans vision globale en termes justement de systèmes d'information ou de plus-value spécifique dans le domaine. Ont également été exclus les lettres, les éditoriaux, articles d'opinion, résumés de conférences et chapitres de livres. Et donc l'ensemble des articles a bien sûr été sélectionné d'abord sur la base du titre, de l'abstract, puis les textes complets ont été lus, et au final on a gardé que 43 articles, donc 15 pour la première sous-recherche, 15 pour la capture des données et 13 pour la réutilisation des données de soins. Une notion qui est importante à ce stade, c'est que globalement, quand on regarde la répartition géographique, et donc ça, on l'a fait juste en regardant à quel pays était affilié le premier auteur de chaque article, on se rend compte que 70% des articles, c'est un premier auteur qui est affilié aux USA, et donc c'est vraiment là où le domaine de recherche en informatique dentaire concernant les systèmes d'information a beaucoup bougé. Donc, concernant la première sous-recherche avec les systèmes de codage, donc ces derniers, comme je le disais, vont permettre de stocker de l'information de manière structurée. Donc c'est une information qui va pouvoir être traitée un peu plus directement par les systèmes d'information. On peut distinguer deux systèmes, donc le système de codage des procédures, qui sont relativement ubiquitaires et spécifiques à chaque pays, parce que très liés au système de remboursement. Donc il y a la CCM en France, la CDT aux États-Unis. Et globalement, en tout cas en dentisterie, les articles qui relatent du système de codage des procédures, ils sont plus liés à des notions économiques et pas tellement de systèmes d'information. Et donc nous, c'est plus la deuxième partie qui va nous intéresser, c'est les systèmes de codage diagnostique.
Donc ces systèmes de codage diagnostique, ils permettent vraiment de coder les informations diagnostiques du patient dans le dossier dentaire informatisé. Et bien sûr, ils ne se sont pas faits du jour au lendemain, il y a eu de multiples propositions, des évolutions successives, et qui sont retracées dans la figure suivante. Donc, bien sûr, la SNOMED, ça c'est quelque chose qui a été créé plutôt pour le domaine médical. En parallèle, l'ADA, donc l'association dentaire américaine, a proposé, on voit vraiment le parallèle au niveau du nom, donc la SNODEN, mais c'est quelque chose qui a été extrêmement long à développer, extrêmement long à mettre en application, et donc en parallèle de ça, des chercheurs, de manière un peu indépendante, ont développé d'autres systèmes qui ont abouti donc au Dental Diagnostic System, qui a été vraiment d'un apport majeur dans la littérature. Et donc on voit globalement qu'après la SNODEN finalement elle a été réintégrée dans la SNOMED et que ce sous-ensemble de codes spécifiques pour la dentisterie ont ensuite été harmonisés donc avec le Dental Diagnostic System et l'ensemble a reçu une accréditation de la part de l'Institut des standards nationaux américains en 2016. En parallèle à ça, il y a une proposition d'un auteur pour créer une ontologie sur donc Lobo Foundry pour Open Biomedical Ontology Foundry. C'est une sorte de framework qui est disponible sur Internet et qui va donner des recommandations pour développer des ontologies. Et en 2013, il y a une réalisation pratique dans le domaine de la dentisterie basée du coup sur cette initiative. En 2014, une étude montre qu'il serait intéressant peut-être de proposer des extensions, donc des codes des procédures, qui sont liés, comme je le disais, à la facturation des actes, mais il n'y a pas eu de développement pratique de cette proposition. Donc, concernant la perception des utilisateurs, deux études révèlent qu'il y a une attitude positive des utilisateurs à l'égard donc de ces systèmes de codage diagnostique. Mais Ramoni et collaborateurs, sur une étude basée sur un questionnaire qui utilise l'échelle de Likert, un outil psychométrique pour mesurer, pour voir si les participants sont d'accord avec certaines propositions, montre qu'au final, il y a 16% des réponses qui reflètent une certaine confusion quant à ce qu'implique un système de codification diagnostique. De plus, les participants ont exprimé des doutes sur le fait que les systèmes de codification diagnostique ils permettent d'améliorer les soins dentaires. Et donc là, il faut vraiment se repositionner sur le fait que les participants, c'est vraiment des praticiens privés, donc peut-être des cabinets un peu plus petits. Et pour eux, c'est vrai qu'ils ne voyaient peut-être pas forcément l'avantage en termes de réutilisation des données, vraiment en termes de système d'information. Pour eux, le fait de rentrer textuellement une information ou de la coder, ça leur changeait pas grand-chose, voilà, parce qu'il n'y avait peut-être pas cette notion de système d'information derrière. Concernant l'adoption de ces systèmes de codification diagnostique, toujours le même auteur, Ramoni et al., en 2017, il réalise une étude auprès des centres universitaires aux USA. Donc 2017, on est un an après que l'Institut des standards nationaux américains a donné l'accréditation à la SNOMED et au sous-ensemble dentaire de la SNOMED. Donc on voit quand même que sur la plupart des répondants, donc il y a 35 répondants, 29 sont familiers avec le Dental Diagnostic System et de manière plus générale sont en tout cas familiers avec des systèmes de codage diagnostique. Mais en pratique, il n'y a que 2 centres qui utilisent donc toujours le Dental Diagnostic System, 2 centres qui utilisent un sous-ensemble personnalisé de la SNOMED. Il n'était pas détaillé justement qu'ils utilisaient le sous-ensemble spécifiquement et justement accrédité dentaire, donc ils utilisent un sous-ensemble personnalisé, et 5 centres utilisaient donc l'ICD, classification de disease, mais du coup ça a été pointé du doigt par plusieurs auteurs comme étant suffisamment fines pour justement mettre les diagnostics dentaires au niveau des dossiers dentaires informatisés. À la connaissance des auteurs, donc toujours bien sûr en 2017, il n'y a qu'un seul centre privé qui a mis en œuvre donc un système de codage diagnostique, et ça montre aussi que c'est vraiment plus une préoccupation universitaire. Concernant l'évaluation de ces systèmes, donc pour les centres de soins qui l'ont justement implémenté en pratique, l'évaluation elle va être directement réalisée depuis le dossier dentaire informatisé. Sinon, il y a d'autres études qui se
base sur des cas cliniques simulés. Globalement, dans la plupart des cas, puisque la majorité des études elles proviennent de dossiers dentaires informatisés, l'évaluation elle est faite en regardant la cohérence entre le couple du code diagnostique et du code de procédure. De ce fait, s'il semble avoir une certaine divergence, on va plutôt dire que le code diagnostique est faux, sachant que normalement le code de procédure, les auteurs partent du principe que le soin est toujours bien réalisé sur le patient et donc que c'est plutôt le code diagnostique qui est en cause. Donc les études elles sont assez difficiles à comparer, il y en a multicentriques sur plusieurs années. Ce qui est important de voir, c'est que globalement, elles vont remonter trois types d'erreurs, donc à la fois liées au système de codification diagnostique, s'ils sont vraiment encyclopédiques, s'ils sont très fournis en termes, ça va être compliqué de trouver exactement le terme qu'on veut. A fortiori, si les termes sont mal définis ou ambigus. Il y a bien sûr une notion de formation des utilisateurs, donc c'est quelque chose qui remonte également. Puis tout ce qui va être lié à la capture des données, ce qu'on va présenter un peu plus en détail maintenant. Donc la capture des données, la deuxième sous-recherche de cette étude, on peut voir que la première problématique, c'est déjà la complétude des données. Les dossiers dentaires, ils n'atteignent pas les standards attendus, donc ça a été montré dans plusieurs pays, que ce soit l'Australie, le Royaume-Uni, l'Égypte. Il y a également au niveau local, par exemple à Marseille, des choses qui n'ont pas été publiées qui ont montré ça. Et en 2016, Tokede et collaborateurs ont une réflexion sur ce que doit justement contenir le dossier dentaire informatisé et la fréquence de mise à jour de ces informations. Toujours ce rôle l'importance de formation des utilisateurs est mise en avant, et donc c'est bien montré dans une autre étude de tiers et collaborateurs. Et concernant la capture des données de manière un peu plus générale, on peut voir plusieurs axes d'amélioration. Donc, soit des solutions techniques relatives à la capture des données, comme utiliser des codes barres, la reconnaissance de voix ou le traitement naturel du langage, mais c'est souvent des propositions qui se limitent à des applications très spécifiques et il n'y a pas de solution qui vraiment passe partout et qui conviennent à tout le monde. De même que pour les interfaces homme-machine et l'intégration dans les processus, il y a pas mal de recherches, mais ça va montrer surtout les choses auxquelles il faut prêter attention pour essayer justement de faciliter et d'améliorer la capture des données. Donc si on regarde les problèmes justement de saisie des données, globalement on peut différencier trois groupes. Alors soit des choses qui sont relatives à l'interface homme-machine, soit relatives au système de codage ou à l'intégration dans les processus. Et en regard de chacun de ces groupes, bien, il y a des choses particulières qui reviennent fréquemment. Donc au niveau des interfaces homme-machine, ça va être des interfaces qui sont complètes, mal organisées, avec des retours d'informations insuffisants sur les actions que mène l'utilisateur sur ces interfaces, mais également des descriptions qui sont tronquées parce qu'elles rentrent simplement pas en entier au niveau de l'interface. Au niveau des systèmes de codage, donc on a déjà parlé de quelques notions, comme le fait que plus ils sont complexes et plus c'est difficile pour les utilisateurs de les utiliser, mais quand on recherche un terme au travers d'une interface, ce qui ressort, c'est que le classement ou le tri paraît illogique pour les utilisateurs. De même, le fait que si on tape un terme qui va être vu comme un synonyme, souvent il ne va pas ressortir le terme exact utilisé dans le système de codification diagnostique. Concernant l'intégration dans les processus, ce qui revient souvent, ça va être vraiment le fait que les informations sont dispatchées sur plusieurs vues, c'est-à-dire les radios sont consultables à un endroit du dossier dentaire informatisé, les notes cliniques ailleurs, et donc pour faire la synthèse de ces informations et pouvoir justement poser un bon diagnostic, il va falloir vraiment naviguer au travers du dossier dentaire, ce qui n'est pas pratique. Concernant la réutilisation des données de soins, donc il y a trois types, soit des systèmes d'aide à la décision clinique, soit des systèmes d'aide à la décision mais qui vont être plutôt institutionnels ou populationnels, ou la recherche clinique.
Concernant les systèmes d'aide à la décision, donc abrégé CDSS, seuls 2 articles proposent un CDSS qui réutilise directement les données du dossier dentaire informatisé. Donc c'est relativement peu, et les limites justement de ces systèmes d'aide à la décision, c'est déjà que la validité elle est établie qu'en interne et qui prolifèrent souvent comme des systèmes fragmentés, isolés du dossier dentaire informatisé, standalone, avec souvent des utilisations qui sont limitées qu'à certains centres universitaires. Concernant le processus de saisie, ça va être toujours pareil, hein. L'idéal, c'est que les CDSS, donc les systèmes de décision, puissent réutiliser directement les données du dossier dentaire informatisé. Et donc, si les données elles sont structurées, ce sera plus simple, mais rentrer des données structurées, ça reste un défi, toujours. Concernant les mesures qualité, donc elles concernent tous les aspects des soins, à la fois au niveau individuel comme populationnel. Ça a été Aux États-Unis, c'est quelque chose qui a été pointé du doigt. En dentisterie, ils avaient du retard par rapport à ce qui avait été fait en médecine. Et en 2010, du coup, il y a la création du Dental Quality Alliance pour élaborer des mesures qualité standardisées entre guillemets, parce que des auteurs font remarquer que c'est toujours lié aux impératifs de santé publique des pays. Et donc là, aux États-Unis, c'est très axé sur la prévention, et dans d'autres pays, ce serait peut-être plutôt de prévenir l'avulsion précoce des dents et plutôt de se porter sur des soins restaurateurs. Donc voilà, standardiser vraiment à prendre entre guillemets. Pour leur implémentation, même s'il y a quelques mesures qui peuvent être conduites directement dans les dossiers dentaires informatisés, qui sont considérés comme une meilleure source, parce qu'on va avoir justement tout ce qui est diagnostic, etc. à l'intérieur, la plupart de ces mesures sont toujours faites à partir de données administratives. Concernant la recherche clinique, donc Song N et collaborateurs, en 2013, font une revue de la littérature et sélectionnent 60 études et montrent que principalement ce sont des études qui vont être épidémiologiques, avec une analyse de facteurs de risque avec diverses affections dentéro-médicales, des études bien sûr rétrospectives principalement conduites aux USA, et les avantages qui sont mis en avant, c'est des coûts réduits, des gains de temps, une puissance statistique plus élevée, élevée en tout cas qui peut être plus rapidement atteinte, et une détection d'événements rares plus simple. Les inconvénients, ça va être bien sûr la disponibilité et la qualité des données. Donc on revient toujours sur la même chose, avec des données qui peuvent être inexactes, incohérentes ou incomplètes, voire complètement manquantes. Si on fait la synthèse de cette réutilisation des données, donc la pratique va être génératrice d'informations qui vont être stockées dans un système, dans un dossier dentaire informatisé. Depuis les données de ce système, on va pouvoir implémenter des mesures qualité pour avoir un retour sur la pratique au niveau institutionnel, par exemple. Ces données peuvent être utilisées au sein de systèmes d'aide à la décision clinique qui sont intégrés justement au dossier dentaire informatisé. Et l'ensemble de ces données, donc du dossier dentaire informatisé plus d'autres dossiers dentaires informatisés ou d'autres types de données agrégées, elles vont pouvoir être analysées, et on va pouvoir faire émerger de ces données des connaissances qui vont avoir des retours à la fois en termes de politique de santé publique ou de guides de bonnes pratiques, par exemple. Alors au niveau de discussion, vraiment ce qui ressort, c'est que la majorité des études ont été faites aux États-Unis, et donc on peut se dire que tous les pays ne sont pas sur un pied d'égalité par rapport aux avancées qui ont été faites dans ce domaine. Concernant la capture des données, un des principaux reproches qu'on peut faire, c'est que l'environnement spécifique de travail du chirurgien dentiste, à savoir vraiment le fauteuil de soins dentaires, il n'est pas tellement pris en compte dans la problématique de capture des données, et on reste vraiment sur une approche un peu standardisée de l'ordinateur présent sur le bureau et comment on va faire pour améliorer cette capture des données. C'est vrai que l'environnement spécifique est peu pris en compte, et concernant l'apport pédagogique des systèmes d'information en santé,
Donc ça a été regardé un petit peu en termes de justement des systèmes de codification diagnostique. Hein. Il y a des facultés qui proposent aux étudiants de marquer un diagnostic provisoire, de travail et définitif, et sur ça ils peuvent justement essayer de voir l'évolution dans les capacités diagnostiques de leurs étudiants, mais c'est quelque chose qui reste quand même relativement peu mis en avant dans les études. En termes de conclusion, on peut se demander au niveau local qu'est-ce qu'on peut faire, puisqu'à la suite de cette étude, je restais quand même un peu frustré en me disant il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. En France, on semble être en retard et donc peut-être le prochain travail, ça va être de regarder au niveau local, auprès des facultés, justement, quelle est les connaissances, quelles sont les connaissances en termes de système d'information, et essayer justement d'implémenter, par exemple, des mesures qualitatives sur des systèmes qu'on a déjà. C'est tout à fait faisable, et donc c'est peut-être les perspectives, en tout cas immédiates, qui seront faites plus tard. Je vous remercie pour votre attention.